en des boules et donc entraîne la dislocation du réseau cytoplasmique. Et les prétendus plastes sont constitués par des boules gonflées des haltères. Les bâtonnets des haltères attaqués par les fixateurs peuvent aussi se rompre et se dissoudre. Ce qui fait qu'il en reste beaucoup moins qu'il ne devrait y en avoir si aucun n'était détruit, mais simplement qu'ils étaient séparés. Pour Tissot, c'est clair, il l'écrit noir sur blanc, la mitochondrie n'existe pas. Ce qu'on a décrit sous ce nom sont les débris informes du réseau cytoplasmique et des haltères qui le constituent, altérés et disloqués par les fixateurs. Il existe une seule forme universelle d'organique constructeur pour tous les animaux et végétaux, c'est la forme haltère. Un bâton et deux boules aux extrémités. Avec un mode d'articulation universel par ces boules pour former les réseaux cellulaires et les éléments filamenteux, comme je l'ai schématisé sur ce dessin. De ces faits, on peut conclure que la notion fausse des mitochondries résulte de grossières erreurs d'observation, une des plus grossières erreurs que la biologie aura connues. Voilà, alors on va regarder quelques photos produites par Tissot avant d'aborder les secondes et troisièmes découvertes. Voilà. Des photos où on peut voir donc pour ces cellules le noyau. Il ne peut pas voir à l'intérieur, hein, c'est un microscope optique. Et le réseau mitochondrial connexe, même si certaines connexions sont défaites, évidemment, comme il le dit, tous les fixateurs altèrent, mais on voit quand même, si on regarde avec une loupe, on voit quand même qu'il y a des liens qui sont conservés, un peu comme sur le dessin que je présentais tout à l'heure, en comparaison avec les dessins faits par Guillermont et qui montrent au contraire des bâtonnets éparses dans le cytoplasme. Ici, c'est plus gros, alors on peut peut-être mieux voir ces articulations, même s'il faut évidemment regarder avec une loupe, hein, pour bien faire. Mais enfin, vous voyez que c'est tout à fait différent de ce qu'on nous propose. J'avais montré en 1990 ces photos à des biologistes de l'université où j'enseignais. Ils étaient extrêmement surpris, ils n'avaient jamais vu des photos comme ça. Donc c'est la première découverte de Tissot. Maintenant, seconde et troisième découverte de Tissot, publiée en 1936, sur le bacille de Koch. Alors l'ouvrage de Tissot de 1936, je ne peux pas vous le présenter, je ne l'ai pas, mais je l'ai eu entre les mains. C'était un instituteur de New York qui me l'avait prêté. J'avais pu le lire, le regarder, il y avait énormément de photos, c'était tout à fait intéressant. Le bacille de Koch, donc deuxième découverte, le bacille de Koch se présente en filament. Ceci a été redécouvert 40 ans plus tard. Et c'est comme ça que le bacille de Koch, considéré comme étant en bâtonnet, est devenu Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire une mycobactérie, une bactérie à mycélium, c'est-à-dire à filament. Et la troisième découverte, c'est que ces filaments sont en réalité le réseau mitochondrial dégénéré des cellules pulmonaires. Voilà des photos que j'ai prises sur Internet de bacille de Koch en bâtonnet, mais on les sent un peu agglutinés. Ici, c'est la même chose en couleur. Mais ici, c'est très intéressant parce qu'on voit de manière assez claire des filaments et les bâtonnets de bacille de Koch qui commencent à se séparer. Par un déterminisme précis de l'évolution des lésions tuberculeuses, nous dit Tissot, j'ai démontré en 1936 que le bacille de Koch est l'organite altère, organite élémentaire constructeur des cellules de l'organisme qui, par dégénérescence, a acquis une faculté de multiplication qui constitue son pouvoir tuberculisant. Et l'une des conséquences de cela, c'est que la tuberculose va pouvoir se développer spontanément, même si elle peut aussi se transmettre par contagion. Spontanément, c'est-à-dire sans avoir été au préalable contaminée par un bacille de Koch, comme je pense que c'était le cas pour moi et mes camarades. Alors, j'ai représenté ça par des petits schémas.
D'abord, vous voyez, les formes en Y ou en anneau qu'on peut rencontrer et qui n'expliquent pas, c'est simplement parce qu'il y a des boules qui ne se sont pas détruites. Et maintenant pour les bacilles de Koch. Alors ce que Tissot a finalement montré, si je schématise bien, voilà le noyau, voilà la membrane, c'est que les filaments, le réseau mitochondrial dégénère sous l'action de certaines influences, peut-être une grosse goutte de tuberculine qui viendrait sur la cellule. Les bâtonnets modifient leur comportement et ils se mettent à sortir de la cellule au lieu de rester bien cadrés, un peu comme un cancer, si vous voulez. Ils se mettent à proliférer au-delà, à construire des cellules géantes de filaments de bacilles de Koch. Et c'est ce que Tissot a pu photographier. Il a photographié la naissance du bacille de Koch, en quelque sorte. A l'inverse, la science, disons, officielle, comme elle disloque ces filaments par les méthodes préparatives, elle voit des bacilles de Koch ici, à l'intérieur du cytoplasme, et à l'extérieur. Donc elle en conclut tout à fait logiquement que le bacille de Koch venu de l'extérieur pénètre dans les cellules, alors qu'en réalité Tissot a montré qu'il sortait des cellules. Et les deux interprétations, selon qu'on voit ceci ou qu'on voit cela, sont tout à fait logiques. Quand on est devant ce spectacle-là, c'est normal qu'on dise que le bacille de Koch rentre dans les cellules. Et quand on voit ça, évidemment, on a une autre interprétation. Ils arrivent aussi à garder des filaments de bacilles. Et à ce moment-là, ils interprètent ces filaments comme étant des tentacules qui viendraient phagocyter le bacille de Koch qui est à l'intérieur des cellules. Tissot nous dit encore, la formation de cellules géantes par les cellules embryonnaires qui en sont les noyaux périphériques. C'est ce que je vous expliquais ici. Donc, la cellule géante, dont cette cellule initiale est la cellule embryonnaire. Les filaments d'altère qu'elles émettent sont des filaments de bacille de Koch. Fait qui explique pourquoi ces cellules sont bourrées de ces derniers. Ce fait rend particulièrement piquant, dit Tissot, l'opinion qu'on a pu émettre que ces filaments qui seraient émis par les cellules lymphatiques seraient des prolongements destinés à venir phagocyter les bacilles de Koch, alors qu'ils sont ce bacille lui-même. Lu sur des sites récemment, le bacille de Koch se présente isolé, groupé en amas, en corde ou en torsade. Mais isolé, ça dépend évidemment de l'impact que les méthodes préparatives vont avoir sur les filaments de bacille de Koch. Le problème est de savoir en quelle situation on se trouve réellement, alors qu'on ne peut voir ce qui se passe qu'à travers une déformation par les méthodes préparatives. Une fois à l'intérieur de la cellule, le mécanisme précis par lequel Mycobacterium tuberculosis échappe à l'activité antibactérienne de la cellule peut être multiple. Alors ils décrivent plusieurs réactions chimiques ou biochimiques. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que le bacille de Koch, pour aller plus vite, il échappe à l'activité antibactérienne normale de la cellule. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est un constituant normal de la cellule. Ou si vous voulez, la mère ne s'en prend jamais à son fils, même si celui-ci dégénère. Et la cellule ne s'en prend pas à ses propres constituants, même si ceux-ci ont dégénéré. C'est l'explication générale. Après, si on veut des détails biochimiques... Non. Évidemment, Tissot a essayé de faire connaître sa découverte. C'était bien normal en 1936-1937. Et 10 ans plus tard, en 1946, dans son ouvrage, il raconte l'opposition à laquelle il a été confronté. Elle fut passive ou active. Et voilà l'appréciation qu'il porte sur les critiques qui lui ont été faites. Confondre ces faits matériels, je suis d'accord avec lui, ce sont des faits matériels qu'il propose, avec de simples arguments ou de simples interprétations, serait faire preuve d'une absence totale de sens critique. J'approuve totalement, par rapport à ce que j'ai pu voir dans son livre de 1936 et celui-ci, cette appréciation. Ce sont des faits matériels qu'il a présentés. L'Académie de médecine est venue dans le laboratoire de Tissot le 10 novembre 1936, représentée par 4 personnalités, Besançon, Roussy, Sergent et Rist. Je les fis assister, je peux le dire, nous dit Tissot, à la naissance du bacille de Koch, à sa formation par les cellules embryonnaires du tissu tuberculeux. Ils ne firent pas une seule objection aux faits qui leur furent exposés. Réponse de l'Académie 10 jours plus tard, en raison même